ويثي دي توالين تيكو 5 توالام دي ظلين يساليو النفكا في ايمانويل ماكرون اكس وهمن حبسن يوث نتذي وين نقال استفك ثيلي صغير فرنسا سي نيوز اكذو نغماس يتوسنن ايفان ريوفول ذاك النود اللي يرى اشتكي تقصد وهو الفلاس بزطان تمثيل دغا ميد نسعد لا فيديوني غطاسي ونيت لي كومونتير ديالان وهمنيك مدن وهمنيك الغاشين وهذا الجناس ويا يشبان نفقا كي ناقوسا كي غناوي يوهم مليح مليح هو اللي متديا كان هو كي ذماس سيري كان تاكيرور نتسيماني سغدي ساولين وكنا الدنيا اولي سفاش تاكي كي تسمكتير ذوين الحاين اموسو مزداغي مزورا موريتانيين يسوترن ثيمون مثلا سيري كان تاكيرور et fondateur du mouvement des autochtones pour l'indépendance du sud mauritanien et Tideren de France. Il a dans l'opposition à Mauritanie et de de France. Et غادة الحال السوري دينا كي بغا دينا اولي في مساتكير ان فرحات ايمانويل ماكرون تبون لافريك كدنا ويطاس مسلاي فاش تكير لدغا فرنسا يوبين اتسج لافريك طونكيلون وكنا تسلحو ايمانيس سيمانيس مازال اكثر تسك تبغست اي ديكتاتوريين عند كمال لا نسينير ايماس سيري كان تكرور ازولفلاك بونجور. Bonjour, bonjour à la Kabylie et merci de m'avoir invité. Je suis très ravi de retrouver mes frères et sœurs. Nous avons la même problématique, ce refus de l'aliénation de nos peuples, ce refus de la colonisation de nos peuples. Les Tékouriens revivent une seconde colonisation depuis 1960, date de départ des Français. En gros, ils ont passé leur relais aux Arabes. Merci beaucoup, Sérikan, vous nous avez écrit ce matin. Par rapport à ce qui vient de se passer, qui a choqué tout le monde, c'est que la France officielle, à travers son président actuel, Emmanuel Macron, qui interdit une conférence, une interview qui serait donnée par Evan Rioufol. Elle a été arrêtée ou censurée sur ordre d'Emmanuel Macron, on aimerait bien voir le point de vue de Siri Khan Tekfour. Vous savez, on est en automne, il va faire bientôt froid. Les Français, il va bien falloir trouver le gaz pour les chauffer. C'est peut-être ce qui explique l'échauffement des esprits français, particulièrement de leur élite et de leur gouvernement. En temps de guerre, le nerf de la guerre, aujourd'hui, ce sont les céréales, le gaz, le pétrole, comment régler le problème de la pénurie pour ne pas avoir une révolution. Et donc, on peut interpréter cela comme peut-être un affolement du président français ou une façon d'acheter à moindre coût le gaz algérien. Toujours est-il que mon mouvement, le mouvement des autochtones pour l'indépendance du Sud mauritanien, est tout à fait, sera toujours solidaire des indépendantistes kabyles sous la direction de M. Ferhat Meheni, dont j'ai appris à constater la constance, le courage à l'image de son peuple qui n'a jamais courbé l'échine et qui est responsable en grande partie de la libération et de l'indépendance de l'Algérie. Donc, effectivement, ce sont des attitudes qui seront récurrentes puisque nous avons même parfois des Africains qui sont privés de parole en Afrique parce qu'ils vont dire des choses pas forcément reluisantes sur la France. Il est temps de mettre fin à cette France-Afrique qui sévit depuis Jacques Foccart et le général de Gaulle. Je pense que les démocraties occidentales, à travers cette guerre en Ukraine, ont appris qu'il est possible d'avoir des réfugiés sur son propre sol, que personne ne veut avoir sur sa propre terre des guerres, des maladies, des persécutions. Eh bien, c'est exactement ce que demandent les Africains. La paix, être respectée, qu'on respecte leur souveraineté,
qu'on respecte leur liberté d'expression et de mouvement. Et la France est quand même le pays des droits de l'homme. Je pense que ça sera très rapidement rectifié pour que la France puisse avoir toujours droit au chapitre quand il s'agit de parler des peuples qui sont opprimés, persécutés, alors qu'il n'y a pas plus patriote qu'eux. Merci, Serikan. Si je comprends bien, vous allez mettre ce qui vient de se passer sur le dos d'un besoin urgent pour la France de se doter du gaz, puisque l'hiver, comme vous dites, approche. Elle n'a pas peur d'une réaction négative dans le monde, donc elle a privilégié l'intérêt matériel au détriment des principes. Donc, vous confirmez que c'est à cause de gaz que Emmanuel Macron a poussé les choses jusqu'à annuler cette conférence, cette interview? Disons, je n'ai pas tous les éléments sur ce dossier, donc je ne peux pas confirmer que c'est à cause du gaz algérien. Mais en tout cas, l'Algérie exerce une pression très forte sur la France. D'ailleurs, j'aimerais que d'autres présidents africains aient autant de poigne que la présidence algérienne pour de temps en temps imposer ses conditions à une grande puissance comme la France. Ce que je dis en clair, c'est que M. Ferhat Meheni, sur le territoire français, invité pour s'exprimer dans le pays des droits humains, en a été empêché par les autorités françaises. Effectivement, c'est inacceptable. C'est-à-dire que demain, s'il y a par exemple un génocide, de graves violations de droits humains dans un pays africain et qu'on a des relais en France pour alerter l'opinion internationale, la France va venir et agir comme un couperet, comme quelqu'un qui emmure les peuples opprimés dans le silence. Et bien sûr, cela ne l'honore pas, ne l'honore pas, ne l'honore pas. Mais il y a effectivement de très fortes probabilités que ce soit lié au gaz algérien. Maintenant, à confirmer, bien sûr, parce que l'événement est encore assez frais. Et moi, ce que je peux dire, c'est que M. Ferhat Meheni mérite d'être traité comme un chef de l'État parce qu'il a la confiance de tout un peuple qui a souffert et que son rang a été quelque part euh, éclaboussé par cette France qui a toujours su être respectueuse des peuples qui sont persécutés. Elle-même, elle a été persécutée et ce sont quand même des Kabyles, des Africains qui ont participé à sa libération. Ne serait-ce que pour cette dette-là, elle nous doit la liberté d'expression sur son sol. Serikan, je ne sais pas si vous êtes au courant, ironie du sort, c'est que France Ferhatmani a écrit il y a quelques années de cela un très bon essai et livre qui a pour, comme on le voit sur l'image, la France va-t-elle perdre l'Afrique? Donc, comme par hasard, ou bien quand comment dirais-je, l'ironie du sort, il a été préfacé par Evan Rioufioul, celui qui devrait l'interviewer pour le compte de CNews. Donc, est-ce que vous êtes au courant de ce livre? Et ça, c'est la première tranche de ma question. La deuxième tranche, c'est que est-ce que vraiment la France va-t-elle perdre l'Afrique parce qu'elle en abuse de ses richesses et en installant des dictateurs partout en Afrique? Et cela ne m'étonne pas de la part de monsieur le président Ferhat Meheni. Effectivement, ironie du sort. On dirait qu'en fait, on a voulu peut-être faire taire ce qu'il y avait dans ce livre. Est-ce que ce n'est pas justement le fait que le journaliste ait préfacé ce livre qui constitue un motif suffisant pour dire que c'est peut-être une patate chaude pour la France? On en saura peut-être plus. En tout cas, la France-Afrique, son sort est scellé. L'Afrique, les Africains sont de plus en plus conscients que le néocolonialisme, ou carrément on peut parler de colonialisme dans certains pays, doit cesser. Nous sommes les premiers à dire stop à tous ces Africains, tous ces corps qui flottent sur la Méditerranée. Nous ne voulons pas que notre jeunesse ait pour seul objectif de se noyer en Méditerranée. Nous ne voulons pas que nos cerveaux finissent agents de sécurité
ou éboueurs dans les rues de Paris, alors que les besoins sont tellement énormes pour développer l'Afrique. Nous avons besoin de ces intellectuels, de ces étudiants qui font des doctorats, qui sont ingénieurs et qui savent que les conditions pour le retour ne sont pas assurées. Il faudrait que nos chefs d'État puissent partir en respectant, par exemple, les dispositions de leur constitution qui limitent en général leur mandat, de ne pas attendre toujours que l'armée s'énerve et que les armes crépitent pour dire il est temps de partir. C'est la jeunesse aujourd'hui qui révise tout cela. Bien sûr, nous regrettons ce qui s'est passé au Burkina avec le saccage de l'ambassade de la France. Nous ne voulons pas que l'Afrique brûle. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est que la France prenne ses responsabilités et se dise que les temps ont vraiment changé, que nous sommes au troisième millénaire et que nous n'avons plus le droit de coloniser d'autres peuples ou d'imposer notre diktat. En ce sens, la France-Afrique est déjà morte ou sa mort est déjà programmée. Nous pouvons citer comme exemple le Rwanda qui a réussi à dire à la France, nous n'enseignerons plus le français, il n'y aura plus de contrat avec vos entreprises tant que vous ne reconnaîtrez pas vos erreurs du passé. Et la France a fini par, peut-être pas s'agenouiller, à présenter ses excuses, à reconnaître sa part de responsabilité dans le drame qui a secoué ce pays. Mais les autres exemples sont rares. J'ai du mal à trouver d'autres exemples. Aujourd'hui, l'Afrique est livrée à des capitaines et des colonels. Espérons qu'ils seront aussi inspirés qu'un Jerry Rawlings ou un Thomas Sankara. Mais ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, nous serons aux affûts pour être sûrs que ces généraux, ces capitaines, ces colonels ne sont pas là pour installer la France, pour installer les entreprises françaises, pour que l'extorsion de nos richesses dans nos sous-sols continue. Ça, la jeunesse africaine y veillera particulièrement. Tout à fait, Serikan, vous avez dit avec vos propres vos termes exactement ce qu'a dit Farhat Mani dans ce livre La France va-t-elle perdre l'Afrique, qui est au passage édité en juin 2014 aux éditions Nord-Sud. Il a dit entre autres, l'Afrique francophone est telle la propriété de la France. Les États qui y sont érigés sont tous de fabrication française, mais depuis ce que l'on appelle la décolonisation, on est en droit de penser que la tutelle française est levée. Décolonisation ne signifie pas forcément indépendance. L'Afrique est confiée à des gérants d'État choisis par les autochtones, mais elle demeure le domaine réservé de la France qui y avait comme si elle était toujours chez elle. Vous avez cité un exemple, mais Farhat a cité plusieurs d'autres dans les interventions militaires françaises en Côte d'Ivoire en 2011 ou Mali en 2013 et aussi juste après en 2014 en Centrafrique, etc. Il a poursuivi, il a dit Farhat Meni, quelles qu'en soient leurs justifications, sont là pour le confirmer. Donc, le temps de reconsidérer la politique française en Afrique est donc venu. Il y a lieu d'en faire le bilan et d'en tirer toutes les conséquences. C'est le moment de mettre sur pied de nouvelles alternatives devant conduire l'Afrique vers la liberté, notamment par l'exercice du droit à l'autodétermination des peuples qui y s'aspirent. Donc, votre mouvement, c'est ce qu'il cherche, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Nous voulons l'indépendance totale et définitive, établir une frontière de sécurité entre les Tékouroyens et ceux qui ne les aiment pas, et éloigner définitivement le risque d'un nouveau génocide qui se profile parce que les milices arabes sont armées jusqu'aux dents. Elles s'entraînent en se filmant et quand on voit le gros calibre, parfois tenu par des enfants, avec la vidéo balancée sur les réseaux sociaux, c'est carrément une façon de nous faire peur pour que nous quittions ce pays. C'est ce qu'ils avaient essayé de faire en 1989, 90, 91, où plus de 130 000 Peuls
et d'autres ethnies comme les Wolofs et les Soninké avaient été déportés. C'est une façon de nous dire, effectivement, nous avons des clubs de tir à la cible tout à fait légaux avec des armes non recensées et donc illégales. Nous faisons ce que nous voulons dans ce pays. La prochaine fois, la cible, ça sera vous. Ce sera vous. Ce sera plus dans nos clubs qu'on va s'entraîner. Ce n'est qu'un petit échauffement. Donc prenez garde, partez pendant qu'il est encore temps. Nous ne voulons plus de cette menace permanente sur nos enfants, nos femmes et nos vieux. Nous voulons que la communauté internationale sache davantage ce qui se passe en Mauritanie. C'est un apartheid implanté en plein Sahel. Le monde arabe n'interviendra jamais. Il y a une solidarité entre qui est inébranlable. Jamais nous n'avons vu un pays arabe s'intéresser au calvaire des Noirs mauritaniens. Les pays occidentaux, il faut savoir que la France, elle est en grande partie responsable du fait que ce pays soit aujourd'hui géré, administré par les Arabes. Il y a une sorte d'alliance des envahisseurs esclavagistes. Voilà, ils avaient ces deux points en commun. Au moment de l'indépendance, ils ont préféré donner le pouvoir politique aux Arabes. Et effectivement, le pouvoir politique n'est qu'une première marche pour avoir le pouvoir militaire, le pouvoir économique et financier, et bien sûr déminer complètement les Noirs en opérant une épuration ethnique au sein des forces armées, ce qu'ils ont vite fait. Aujourd'hui, nous ne sommes plus quasiment dans l'administration parce qu'ils ont arabisé le système éducatif. Ils arrivent à nous éliminer par les concours, ce qui fait que finalement, tous les cadres du pays, quasiment, ce sont des Arabes. Quand je dis Arabes, nous comprenons, ce sont des Berbères arabisés. Mais je les appelle Arabes parce que c'est ainsi qu'ils aiment être appelés. Même si je tombe sur un peuple qui se considère arabe, ben, je lui dirais bonjour, monsieur l'arabe. De toutes les façons, la vérité finira toujours par éclater. C'est un complexe d'infériorité, en général, les gens qui se définissent autre que ce qu'ils sont vraiment. Parce que l'histoire, elle est là. Nous savons qu'en Mauritanie, il n'y a pas plus de 4% d'Arabes. On peut faire des tests ADN tout de suite. La Mauritanie, elle est noire et amazigh. Tout le monde le sait. Les Beni Hassan qui sont aujourd'hui, qui dominent tout aujourd'hui, ils viennent du Yémen. Ils sont venus au XIVe siècle. Avant, il y avait les Beni Hilal qui sont venus un peu avant. Mais avant, il y avait un socle. Il y avait un socle. C'était un socle des autochtones. Ce que nous appelons les autochtones, ce sont les Noirs africains et les Amazirs qui étaient là. Les Amazirs, dont nous demandons d'ailleurs, c'est pour cela d'ailleurs que nous demandons l'officialisation du Hassania, parce que le Hassania, c'est de l'arabe avec des apports berbères très conséquents qui permettent de remonter l'histoire de ce peuple. Un simple exemple, ils mettent un boubou qui s'appelle Dara'a. Dara'a, c'est du berbère Dra, qui veut dire beau, merveilleux, la beauté. Effectivement, quand ils sont venus au Tokrou, ils ont été sublimés par nos modes vestimentaires, ceux des Amazirs et des Noirs africains. Et ils ont choisi ce vêtement-là, ils l'ont adopté, vous verrez, pas au Moyen-Orient, des Arabes qui s'habillent avec un boubou africain avec cette poche triangulaire. C'est un boubou tékrou, du tékrou. L'autre exemple, ils nous appellent quoi? Aujourd'hui, même les Noirs sont perdus. Quand les Beni Hassan les appellent quoi, ils croient que c'est une insulte. Parce qu'effectivement, à travers le génocide et l'épuration au sein de l'armée et de l'administration, ils disent certainement qu'ils ne sont pas très bien intentionnés. En fait, Kwar, quand on fouille bien, ça veut dire construction. Quand ils sont venus, ces Bédouins arabes n'étaient pas, on va dire, très éduqués, très cultivés. Et quand ils voyaient autour de nos cités des murailles avec des escaliers pour monter sur les remparts, ils étaient impressionnés. Et ça, ils appelaient ça construction.
et ils ont identifié les constructions aux Noirs africains. Donc, j'essaie d'expliquer aux Noirs africains, il n'y a pas de quoi piquer une colère avec cela. Ce n'était que de l'admiration de leur part. Et aujourd'hui, on a même des familles Beni Hassan qui portent des patronymes noirs africains. Ils essayaient de se négrifier. Le rapport de force a changé à cause de la France. Juste avant, on va dire qu'il y avait équilibre de la terreur. Il y avait un équilibre de la terreur. Nous avons tué beaucoup de leurs émirs. Eux aussi, ils ne nous faisaient pas de cadeaux. Mais en tout cas, il n'y avait pas d'ingérence extérieure. Ça se réglait entre hommes. En tout cas, Siri Khan, je préfère revenir sur tout ce qui se passe actuellement en Mauritanie par rapport à votre mouvement et les peuples autochtones de Mauritanie qui sont souvent similaires à ceux de l'Afrique du Nord, les Berbères notamment. J'aimerais bien renvoyer cette partie, la deuxième partie, finir cette première partie avec par rapport à l'actualité. Je reviens toujours sur cette affaire de Ferhat Meni, à qui on interdit l'interview, on censurait l'interview à CNews. Cette affaire, elle est liée à CNews et puis on sait qui est derrière CNews. Donc, elle fait partie du groupe Bolloré que dirige Vincent et le fils Yannick, comme je l'ai expliqué dans la version kabyle de l'émission d'hier. J'ai dit comme quoi, enfin, ce qui n'a pas été dit et ce que j'aimais bien aborder avec vous, c'est qu'apparemment, j'ai fait mes recherches, il se trouve que le groupe Bolloré est très, très présent en Afrique, comme le mentionne cet article que je vois entre mes yeux du Monde diplomatique de 2009, les guerres africaines de Vincent Bolloré, comme aussi on lit dans un autre article, comme vous voyez ici, comme quoi le groupe Bolloré a choisi d'être présent en Afrique depuis de nombreuses années et consacre la majeure partie de ses investissements. Je précise que sa filiale Bolloré Africa Logistique est le leader du transport de la logistique en Afrique, où elle dispose d'un réseau sans équivalent de 250 filiales et près de 21 000 collaborateurs dans 49 pays du monde. Et figure-toi, mon cher Syrie, il y a dans 47 en Afrique, dans l'Algérie même, il se trouve même apparemment à Oran, le port d'Oran, apparemment ça reste à vérifier, c'est Bolloré qui le gère. Et je finis aussi avec un autre exemple, c'est que récemment, pas plus loin qu'il y a quelques mois, je pense, c'est que les Burkinabés ont répondu à l'appel du consortium Burkina 2050 pour manifester jeudi à venir nombreux descendre dans les rues pour demander l'annulation de la gestion par le groupe Bolloré de chemin de fer Abidjan-Kaya-Tombao. Vous, en tant qu'Africain, Syrie, est-ce que vous connaissez tout ça? Oui, Vincent Bolloré, il est très connu en Afrique noire à cause justement de la logistique. Il assure beaucoup la logistique sur le continent à cause de ses liens très étroits avec le président Alassane Dramane Ouattara. Et on peut dire qu'aujourd'hui, M. Bolloré, sur un ordre, il peut démettre certains présidents dans certains pays. Wow. Voilà, ce pouvoir, on peut aussi l'attribuer à certains ambassadeurs français qui ne restent pas dans le protocole classique, qui ont carrément des influences locales. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure la France-Afrique. Mais moi, je ne vais pas trop rentrer dans ces détails-là, puisque ma priorité reste l'indépendance du TECRO. Je vais juste dire un petit mot qu'il y a des panafricains qui font un travail formidable, certes, et je leur laisse ce champ-là et cette spécialité-là, puisqu'il y a quand même un retour de bâton prévisible, c'est qu'on oublie la responsabilité des Africains eux-mêmes. Ça, je tiens à le préciser. Mais il est tout à fait inadmissible que ce soit souvent les entreprises françaises qui remportent les marchés en Afrique. C'est scandaleux. C'est scandaleux. En gros, ce qu'ils nous donnent, l'aide qu'ils nous donnent de la main droite, ils la reprennent de la main gauche. Donc,
Donc, le prêt d'un milliard d'euros va se transformer en marché qui vont rapporter 40, 50 milliards euh, à l'Europe avec le portail de la France pour l'Afrique francophone. C'est tout à fait scandaleux. Scandaleux. Je prends par exemple l'exemple de la Mauritanie. Le ramassage des ordures à un moment, ben, c'était une entreprise française. Quand vous allez au Sénégal, que ce soit, vous allez trouver des supermarchés, ben, c'est des enseignes françaises. Vous allez à la pompe pour votre voiture, c'est encore Total. Ce sont que des entreprises françaises qui arrivent à gagner tous les marchés. L'autoroute, c'est pareil, c'est Eiffage, donc c'est comme en France. Donc, nous ne voulons plus être vraiment des annexes de la France. Et ça, il va falloir l'expliquer par un code des marchés très clair, même au niveau de l'Union africaine, pour qu'il n'y ait plus cette corruption-là, puisque ça, c'est la face visible de la corruption des Africains. Donc, quand on dit sous pli fermé, je crois que le puits n'est pas très, très bien fermé. Ça, c'est un problème qu'il faut qu'on règle urgemment. L'autre problème, c'est que quand il est avéré que la France s'est ingérée dans un coup d'État, que la France fait du lobbying au niveau des Nations Unies en se servant des voix africaines, je pense il y a lieu de faire un procès à la France ou peut-être à la Grande-Bretagne qui ferait peut-être les mêmes manœuvres du côté du Commonwealth. En tout cas, il faut que les Africains sachent se faire respecter. Bravo à l'Afrique anglophone, qui est quand même beaucoup plus souveraine que l'Afrique francophone. C'est évident. Il y a très peu de scandales, de diamants, de pétrole. Vous voyez par exemple Elf qui vendait le pétrole gabonais. Les Gabonais ne savaient pas combien Elf prélevait de son sous-sol, ni à combien elle vendait sur le marché. Tout à fait. C'est pas scandaleux cela? Ouais. Voilà. République bananière, que maintenant on est au troisième millénaire, on arrive quasiment à faire les mêmes concours d'eux que les mêmes grandes écoles. Regardez la grande performance des étudiants marocains à Polytechnique. Ils ont raflé, je crois, 40 places sur 45 hein, pour les places ouvertes aux étrangers. Ça veut dire vraiment, on a maintenant les compétences. Il faut qu'on arrête de dire sorcier blanc. Non, sorcier, il doit être noir ou amazir ou arabe. Nous avons les cerveaux. Ce qui nous manque, c'est la volonté politique. Ouais. Et s'il y a un président qui n'a pas de volonté politique, il dégage. Sur ce sens, je ne suis pas trop contre certains coups d'État. Quand la motivation du militaire, c'est de dire, tiens, le peuple, il a faim. Le peuple, il n'arrive pas à se soigner dans ses hôpitaux. Le peuple, il commence à voler parce qu'il n'y a plus de justice. Et qu'il fait un coup d'État et que c'est vraiment ça les arguments, eh bien qu'il le fasse. Par contre, les militaires qui font le coup d'État pour servir encore plus les intérêts de la France, merci aussi. Il faudrait à ce moment-là que le peuple prenne le relais, prenne des gourdins et les dégage du palais et installe la loi du peuple. La loi du peuple, elle est simple aujourd'hui. Gouvernons-nous par nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est carrément cela la démocratie. La démocratie, c'est pour le peuple, par le peuple, et la voix du peuple doit être respectée. C'est tout ce que nous demandons. Ce qui est valable pour Vincent Bolloré, aussi valable pour certains intellectuels occidentaux qui vont pour créer des guerres. Donc, je crois, vous savez, dont certains sont des philosophes. Il n'y a pas que les hommes d'affaires français qui sont ambassadeurs plénipotentiaires à mission non définie. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'inconnus sur ces ingérences françaises. Donc, il y a souvent les panafricains qui indexent la franc-maçonnerie africaine. Ce sont des loges
aussi pour perpétuer la mainmise de la France sur le continent. Eh bien, il va falloir faire le grand ménage dans tout cela, retourner à l'authenticité africaine, essayer de respecter nos traditions et la base de nos traditions, c'est avant tout la parole donnée est sacrée et tout est basé sur la confiance. Quand on n'a pas confiance à ceux qui dirigent, on les enlève. Aujourd'hui, il y a un déficit de confiance. C'est pour cela que le continent ne se développe pas, parce que les dirigeants, ils ont rompu le pacte de confiance. L'autre déficit de confiance, c'est que l'Africain ne croit pas en ses propres capacités parce qu'il est allé suivre d'autres modèles bien étrangers, des modèles moyen-orientaux, des modèles occidentaux. Tant que vous ne serez pas africain vous-même, vous n'irez nulle part. C'est ce qui explique en grande partie notre sous-développement. Et puis, il manque de la coopération entre les peuples. Ils ont réussi à saucissonner l'Afrique comme des gâteaux. On accepte de rester cloisonné. Chacun reste cloisonné dans son petit gâteau. Du coup, on n'arrive pas à faire de grands projets, c'est-à-dire, par exemple, des routes transnationales, avoir des ports partagés, des ports sur la mer qui soient partagés, avoir un hub pour le transport aérien, avoir une compagnie aérienne. Moi, je regrette beaucoup Air Afrique. Air Afrique a coulé. Donc, quand les autres continents voient que nous n'avons pas de compagnie aérienne, que nous n'avons pas de bateaux, que nous n'avons pas un commerce intérieur structuré, par exemple, parlons simple, en commerce, par exemple, les légumes, tout ce qui est fruits et légumes, tout ce qui est céréales. Aujourd'hui, on voit la dépendance vis-à-vis de l'Ukraine. Ce n'est pas une honte, ça. Que les Africains, qui normalement devaient travailler le secteur primaire, soient devenus une société de consommation, c'est-à-dire qu'on n'excelle que dans l'achat, et qu'il suffit qu'il y ait une guerre en Ukraine pour qu'on soit menacé de faim. Donc, il faudrait d'abord développer l'agriculture, développer l'élevage, développer le tourisme, développer des secteurs, mais de façon concertée à l'échelle sous-régionale. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, et avoir une interconnexion entre tout cela pour que l'Union africaine soit vraiment une véritable union politique et économique. Ce qu'ils sont en train de faire au niveau de l'Europe, il faudrait qu'on le fasse à l'échelle africaine pour que demain, quand on est aux Nations Unies, une superpuissance ne puisse pas acheter nos voix et qu'on puisse entendre vraiment la voix de l'Afrique. Tout à fait. On commencera par faire entendre aussi la voix des peuples opprimés, comme les Kabyles, comme les Tékrous, de façon concertée pour que les droits humains qu'on nous chante soient de véritables droits humains, parce qu'on voit bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Il y a deux poids, deux mesures. Amnesty International, quand il y a eu même pas 10 morts en Ukraine, ils ont changé leur logo, ils ont mis le drapeau ukrainien. Quand il y a eu 2 millions à la guerre du Congo, ils n'ont même pas bougé. Donc, il faudrait que nous ayons nos propres institutions de droits humains. Tout à fait. C'est comme ça qu'on se fera respecter, qu'on ait une puissance économique. Aujourd'hui, on est dans un monde de l'argent. Tant qu'on continue à tendre la main pour avoir des prêts, laisser leur ONG venir nous assister, on ne se développera pas. Il faut qu'on arrive à un moment de dire, nous ne voulons plus de vos prêts parce que c'est quand même nous qui avons l'or, c'est nous qui avons le pétrole, c'est nous qui avons le diamant. Vous ne pourrez pas faire de voitures électriques sans les Africains. Donc, merci beaucoup. Nous allons acheter vos ingénieurs et nous allons travailler ici en Afrique, développer notre continent. Nous ne voulons plus de l'aide. Tant qu'il n'y a pas cette réaction de fierté, eh ben, on continuera à être méprisé comme ces Africains qui viennent en entretien, bien sapés, et on croit que c'est l'agent de sécurité. Voilà, ça c'est quelque chose qui arrive souvent. Tout à fait, Siri Khan. Il est temps qu'on fasse le procès des grandes puissances, notamment la France, comme vous avez dit, qui essaye de jeter les voix africaines aux Nations Unies, non seulement, mais aussi elle maintient les dictateurs, notamment celle d'Alger, qui a avec plus de
pratiquement de 500 prisonniers politiques actuellement et l'ONU qui ne dit aucun mot, Macron non plus, alors que, comme vous l'avez dit, pour la guerre de l'Ukraine, la Russie, alors ils se prennent comme étant des donneurs de leçons en termes de démocratie et se permettent même de donner des leçons à Poutine pour qu'il respecte les droits humains, etc. Alors que il y a beaucoup de peuples qui souffrent, notamment en Afrique et plus particulièrement en Kabylie actuellement, des centaines de prisonniers politiques pour rien du tout, sans aucun pensée. Il est temps que toutes ces affaires-là changent. Oui, tout à fait. Ce qui est Et arrivé au peuple kabyle, c'est vraiment un scandale énorme. Aujourd'hui, je prends un exemple très simple. Je suis solidaire des femmes iraniennes. tout à fait. C'est une bonne cause. Donc, il y a eu une femme qui avait les mèches qui dépassaient de son voile, qui a été arrêtée par la police des mœurs. Ouais. Et ces brutes ont fini par la tuer. Et aussi, en plus, vous avez parlé Mais de la femme. Comment? En Algérie des femmes kabyles et des hommes kabyles, quand ils disparaissent, qu'ils se font tuer, quand ils meurent dans des incendies de forêt, peut-être provoqués. Je dis peut-être provoqués parce que moi, je suis mauritanien, Ouais. selon la version des indépendantistes, personne ne bouge. Mhm. C'est-à-dire qu'on reste vraiment toujours dans le deux poids, deux mesures. Soit on a signé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mhm. À ce moment-là, tous les hommes naissent libres et égaux. Et dès qu'il y a un incident, on envoie une commission d'enquête, on essaie d'établir la vérité et de punir les coupables. Soit on arrête un peu cette hypocrisie. Mhm. On arrête cette hypocrisie. Mhm. Donc, effectivement, il faudrait une task force sur la Kabylie avec peut-être des personnes qui n'ont pas d'intérêt direct sur l'Algérie. On pourrait faire une task force avec des pays réellement souverains africains qui n'ont pas de compte à rendre ni à l'Algérie, ni à la Russie, ni à la France. Ça va être un peu difficile à trouver. Associer d'autres pays plus lointains, peut-être en Asie, pour qu'on puisse quand même dire il faut arrêter un peu cette hécatombe sur les Kabyles. En tout cas, nous, au niveau du mouvement des Autochtones pour l'indépendance du Sud mauritanien, nous prenons modèle sur les indépendantistes kabyles parce qu'ils sont pétris de paix, ils cherchent des solutions et ils versent euh, le sang pour toute la patrie. Et ça, c'est très noble. C'est très noble. Mhm. Parce que il y avait l'autre alternative où ça aurait été par les armes. Et nous savons le courage de lion qu'ont eu euh, les chefs de guerre kabyles pour libérer l'Algérie. Ça aurait été vraiment un véritable bain de sang. Je pense que les vrais patriotes, ce sont les Kabyles. Et jusque-là, ne cherchent qu'une chose, c'est à rétablir la dignité de leur peuple, se faire respecter, que son identité soit respectée. Et là, ce serait vraiment le développement assuré pour l'Algérie. Parce que ce problème kabyle, effectivement, grève de façon durable l'essor et l'émancipation, la croissance économique de l'Algérie. Il y a des potentiels réels chez les Kabyles. Quand ils vont à l'extérieur, en général, ils surperforment. Donc, c'est quand même euh, l'État algérien gagnerait à ramener tous ses fils et toutes ses filles à ce qu'il y ait de l'égalité pour que tout le monde rentre dans le même sens. Et c'est tout ce qu'on souhaite pour les Algériens. Parce que c'est aussi le combat que nous menons ici en Mauritanie. Nous n'avons pas privilégié la solution des armes, puisque de toutes les façons, si nous optons aujourd'hui pour les armes, ce serait carrément faciliter notre éradication, notre extermination. Nous n'avons même pas le choix. Nous sommes obligés de faire appel aux institutions internationales, de prendre à témoin les voisins de la Mauritanie pour leur dire, regardez
ce que fait le gouvernement mauritanien, prenez des sanctions, faites-le plier comme la CEDEAO a fait plier certains pays. Je prends l'exemple par exemple de la Gambie, où c'est quand même grâce à la CEDEAO que les dictateurs est parti. Ce sont sur ces pressions-là que nous comptons. Entre parenthèses, la Mauritanie n'est pas membre de la CEDEAO, c'était juste un exemple. Que l'intervention extérieure, elle peut parfois changer les choses. Malheureusement, en Afrique, on a un club des présidents qui est avec une amitié très difficile à rompre. Et quand nous recourons à l'extérieur, nous passons pour pas patriotes. En tout cas, moi, aujourd'hui, tout celui qui peut délivrer le Tekour, à savoir les Harati, les Soninki, les Peuls, les Wolofs et les Berbères, qui crient encore leur berbérité, il n'y en a pas beaucoup, tout celui qui se propose de m'aider, je prendrai son aide. Elle sera la bienvenue parce que je suis acculé. Je n'ai pas d'autre solution que demander l'aide de la communauté internationale. Et voilà, mon cher Siri Khan, c'est avec ces mots d'espoir qu'on va finir cette première partie de notre entrevue par rapport à ce qui s'est passé hier avec le choc que tout le monde a reçu que Macron a demandé ou a donné l'ordre de censurer l'interview que devrait donner CNews à Ferhat Mahni, le président de MAC GPK. Donc, ce n'est que la première partie. Dans la deuxième partie, mon cher Cyril, on va aborder d'autres questions, notamment ceux en relation avec votre mouvement et surtout ce qui se passe chez les peuples autochtones de Mauritanie. Notamment, on va aborder certains points, comme par exemple la Constitution, la réforme de l'éducation avec son aspect arabisation de l'école, quels sont les amendements urgents de la Constitution et c'est quoi la solution que vous prenez. C'est ce qu'on va essayer de voir dans la deuxième partie de notre entrevue. Sinon, je te laisse peut-être conclure le mot de la fin par rapport à cette première interview partie. Le mot de la fin, c'est que je pense que la Kabylie est sur la bonne voie. D'ailleurs, vous êtes un modèle de conduite du long chemin vers l'autodétermination et l'indépendance. C'est un peuple qui est très fier et nous travaillons à conscientiser les peuples autochtones en Mauritanie pour qu'ils aient le même degré de combativité que vous, puisque en ce moment, il y a une sorte de résignation de la part des autochtones, parce que la succession de défaites finit par parfois tuer l'âme du combat, tuer aussi l'arme du combat. Donc, on n'a pas d'âme, on n'a pas d'armes, donc on a besoin de se revigorer, de se ressourcer en énergie positive en regardant des peuples qui y croient, alors que tout laisse croire qu'il n'y a pas d'issue. Donc, cette témérité du peuple kabyle, elle continue, en tout cas moi, à nourrir mon mental. Et tous les dirigeants de Maïs essayent de puiser sur votre passé pour commettre le moins d'erreurs possible. Vive la Kabylie et surtout tout mon soutien au président Ferhat Meheni. Et je l'inviterai ou il m'invitera, mais en tout cas, je me retrouve beaucoup dans sa façon de penser. Il a un côté apaisant, rassurant. Je pense qu'il a toute la carrure d'un homme d'État. Euh, et c'est ça qui donne aussi la force au Kabyle. Quand on sait que le premier de cordée ne lâchera pas la corde. Voilà. Merci, Siri Khan. Donc, c'est ainsi vient de terminer notre première partie avec Siri Khan. Petit détail, petite Oui, rectification. vas-y, vas-y. Euh, Oui. Tu as parlé de nouvelle constitution. En fait, c'est une constitution existante. La constitution elle existe déjà. C'est une nouvelle réforme du système éducatif pour encore arabiser les enfants dès le bas âge et leur assurer un devenir arabe et une pensée arabe. Oui, pardon. Oui, oui, c'est la nouvelle réforme du système éducatif Voilà, qui est en train d'arabiser davantage les peuples autochtones de Mauritanie. voilà.
C'est exactement Voilà. ce qui se passe actuellement chez nous en Algérie. Ils sont en train, plus que jamais, surtout depuis le nouveau pouvoir là, ils sont en train de renforcer l'arabisation des Kabyles et de tous les peuples amazirs d'Algérie davantage. Donc, On vit la même chose que vous. voilà, très bien. C'est le D'ailleurs, nos slogans, c'est noir et non arabe, amazir et non arabe. Donc, très bien. on se retrouve. En tout cas, on va revenir sur ces aspects-là durant la deuxième partie de notre entrevue qui aura lieu bientôt. أكيد نستغرق نتملي لي تاع السمانه كذا السيري كان نملي لي سيت الحريش وسينا عندك عاد مسلاي غف وغيت سنيدان ودنيا أمي كي تعريبا أغرب دريان سن إمزاري مزوران سن سلكول سوق غرباس شكي ضرونا كان رونا أما ذي الجزائر أما ذي المغرب أما ذي تونس أما ذي ليبيا أكا إنه ستغرق تقولنا كي دسملان كذا سيري كان يسالم لي دول ديزنون دنيا قيمات لتلويث